Reda, Kevin Babinez. tu ne toujours pas. Reda présent, Kevin présent. Ah oui, c'est vrai. C'est d'autant plus drôle que vu qu'on enregistre deux C'est épisodes vrai, d'affilée, c'est vrai. Bon, après, Mais ça fait déjà une heure et demie. ça fait 2 semaines, tu m'excuseras, j'ai perdu l'habitude. Mais bon, présent, Présent, tous les deux. voilà, Présent. si on a C'est un nouvel répondu tout. épisode. Mais, Ah, mais ouais, là j'ai très hâte pour ce sujet. C'est pour ça que je suis trop excité. Je suis vas-y. beaucoup trop Je excité. te laisse présenter les deux sujets. Exact. Les 2 sujets qu'on va aborder aujourd'hui, c'est Conan. Ouais, Conan, le plus connu maintenant, connu sous le nom de Conan le Barbare. mais sauf qu'il a plein de noms. Il a plein de noms, Conan le Barbare, Conquérant, Conan le mais c'est Conquérant, plusieurs. Le Destructeur, le Cimérien, le Pirate. Oui, mais ça a été durant plusieurs périodes de sa vie. Oh, on est déjà en train de commencer Enfin, ouais. le sujet, vous allez voir. Et le JDR, une histoire sociale. Putain, mes titres sont insupportables, gifle-moi. Moi, mes titres, c'est tout le temps des noms. C'est tout le temps Conan, Nicolas Cage, Doctor Strange. Écoute, là, j'ai très envie d'aborder le sujet. parce Vas-y, je qu'il te a laisse l'air- ouvrir. Voilà, je vais ouvrir le bal. Je vais aller très simple. Comment moi j'ai connu Conan Alors, j'avais déjà connaissance de l'existence de l'œuvre. Ouais. C'est juste que très récemment, enfin il y a quelques années, j'avais commencé à jouer au jeu Conan développé par Funcom, le jeu de survie. Très sympa. Conan Exile. Conan Exile. Mhm. Donc jeu très sympa, donc dans les mêmes lignes des jeux de survie qu'il pourrait y avoir The Forest. The Forest, voilà, Sauf le tien est multijoueur et tu joues avec des inconnus, c'est ça? c'est ça, mais il est multijoueur et beaucoup plus axé fantasy quand on est dans Ok. l'univers de Conan. Ouais. Et du coup, avec de la construction, de l'interaction sociale. Voilà, genre- construction, interaction sociale, du combat de boss aussi, exploration, donc pas mal de trucs. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai un peu été mis en contact avec l'univers. J'ai commencé à creuser de l'or un peu après. Mhm. Parce que bon, on récupère plein de trucs avec des noms un peu spéciaux dans le truc et on sait jamais d'où viennent les noms. Donc je me suis un peu renseigné et franchement l'univers était sympa parce que on est sur un univers assez cru. Mhm. Donc on est sur de la fantaisie assez crue, donc on a des gros monstres, mais on est des femmes et des hommes balèzes avec des grosses épées ou des arcs et on défonce le truc. Voilà, c'est vraiment des combats très cash, très crus, des décapitations, on peut perdre enfin voilà, ça peut aller très loin. Et je me suis pas mal renseigné, donc du coup je me suis dit quel meilleur moyen de m'introduire à l'univers que de regarder les films de notre acteur préféré Arnold Schwarzenegger. Donc j'ai vu les 2 films, Ouais. je les ai deux, j'ai vu les 2 films, Conan le Barbare et Conan le Destructeur. exact. Premier film incroyable. Mhm. Bon, je te laisse le résumé, je suis pas très bon pour les résumés. On en reparlera on en, après le film. on en reparlera après, mais premier film très intéressant où on suit Conan, du coup, le barbare. Le Barbare, Ouais. c'est ça, à ses débuts. À et ses c'est débuts, une histoire de exact. vengeance. Et c'est une histoire de vengeance. Et puis il y a le 2, que je ne saurais pas comment décrire, où j'ai passé un moment. nanar. Ouais, voilà, c'est un nanar. J'ai pas. Comparé au 1 où j'avais l'impression de regarder un film un peu magique, je dirais. C'est dans le sens où c'est pas un film. C'est un film très daté, mais j'ai réussi à rester devant parce qu'il y avait une magie qui se dégageait du film que je trouvais juste incroyable. Mhm. Le 2, à contrario, je me suis pas mal fait chier à certains moments Ouais. et ça se ressentait. Mais ça m'a pas empêché du coup de pas mal me concentrer. Et du coup, c'est à ce moment-là que je crois que je suis revenu vers toi. Non, tu t'es pas mis aux comics. Si, mais j'avais lu. Attends, j'avais lu les comics avant. T'avais Oui, commencé avant. alors, j'avais lu les comics. Je précise les versions que j'avais lues. J'avais lu les comics. Je crois que c'était la série qui était éditée par Marvel. Mhm. 2016. Ok. Si je dis pas de conneries. Et en gros, c'est une histoire où on suit Conan à plusieurs moments de sa vie, qui m'a beaucoup touché. Il y a des moments dans les différents tomes qui étaient incroyables, qui m'ont beaucoup touché. Et c'est à ce moment-là que je suis revenu vers toi parce que toi, tu avais.
Bon, toi, c'était beaucoup plus vieux, ça datait d'il y a beaucoup plus longtemps, ton contact avec... Non, pas beaucoup plus longtemps. Oui, mais t'as étudié Ouais, l'œuvre à un j'ai moment fait T. un dossier de licence dessus, Exact. sur le film. Et tu crois que t'avais aussi les BD? T'avais lu les Non, BD? alors justement, c'est qu'il a tellement d'œuvres que moi, c'est les. Oui, c'est ça. Non, par exemple, les BD et non pas les comics. Et les BD très récentes qui sont des adaptations des nouvelles par des auteurs français. Ouais. Et bah, c'est pour ça que j'étais retourné vers toi, c'était par rapport à ça. Mm. Et du coup, tu m'avais redirigé vers les BD. Ouais, Je les ai pas toutes lues malheureusement. t'inquiète. Mais Je les ai pas toutes achetées. j'en ai lu quelques-unes et vraiment toujours aussi incroyable. Je pense que je vais te laisser introduire quand même un peu parce que sinon Ok. je vais te Alors, on lancer. va tout recommencer à zéro. Nouvelle introduction. Cette fois-ci, c'est pas moi qui présente comment je l'ai connu, même si on n'a pas du tout connu à travers les mêmes œuvres. Le seul lien qu'on a, c'est les livres, les films. Donc, ça naît de la main d'un auteur, Robert Howard, qui est un ami de Lovecraft, donc les Cthulhu, etc. Et je me souviens pas, ça doit pas être trop longtemps après Le Seigneur des Anneaux. C'est un peu dans les mêmes eaux. Hein. C'est à C'est un quelques peu décennies. Conan, c'est un peu Et, plus. C'est plus vieux. et donc, ce qu'il y a de marquant avec ce personnage, c'est que donc, avant, il n'a pas commencé directement avec Conan. Au début, il faisait beaucoup de nouvelles historiques. Donc, il faisait il paraissait dans des magazines, des petites histoires courtes. Et Robert Howard était spécialisé dans les récits historiques. Il aimait beaucoup l'histoire. Et au bout d'un moment, il s'est un peu laissé parce qu'il y avait un problème avec le récit historique. C'est qu'en fait, l'histoire est déjà écrite. Donc, en fait, si un type est mort, il est mort. Et ça le gavait un max, parce qu'il tourne, ok, j'adore cette période-là, je voudrais raconter cet événement, cette guerre, mais il y a un moment où dans l'histoire, je me dis, ah non, il mériterait trop de vivre, qu'est-ce que je fais? Et donc il se pose la question, qu'est-ce que je fais? Et en fait, il trouve la solution. Après différentes œuvres un peu intermédiaires, il n'a pas directement bifurqué sur Conan, mais à un moment, il invente ce personnage-là et cet univers-là, qui sont le grand fourre-tout, où il dit, c'est simple, je vais tout pomper de la réalité, le mettre dans un autre univers. Et vu que c'est un autre univers, on me fera. Je ferai. Non, ta gueule, c'est un autre univers, je fais ce que je veux, c'est normal si ça se passe pas pareil. Et finalement, il s'amuse à mélanger plein de choses. Il prend des trucs américains. Alors, il n'y a pas les technologies américaines, mais il va reprendre dans l'une de ses nouvelles l'histoire du Fort Alamo, du Texas et du combat entre le Texas et le Mexique. Il va reprendre l'Empire romain, qui est très présent là-dedans. Les Grecs. Les Celtes. Il reprend Ouais. de tout, il en fait un fourre-tout. Et avec ce fourre-tout, il faut un personnage fourre-tout qui puisse s'adapter à tout le monde. Conan. Et c'est pas pour rien qu'il s'appelle Conan et derrière c'est suivi avec le quelque chose. C'est parce que Conan peut prendre toutes les facettes du monde, du moment qu'il prend une facette guerrière ou qui est dans l'action. C'est pas un personnage qui est là pour trop réfléchir. Ou quand il le fait, il y a des nuances, etc. On verra avec Conan le roi. Et donc, il devient Conan le pirate dans certaines de ses nouvelles, parce que c'est tout ça qu'à travers des nouvelles indépendantes les unes des autres. Conan Le Cimérien. le Cimérien, donc c'est parce qu'il vient de Cimmérie. Et donc, Conan naît comme étant un outil modulable en grande partie, même si sa personnalité reste la même. Et on en fait un peu ce qu'il veut, il est un peu intemporel. Quand tu comptes le nombre d'aventures qu'il a vécues, il y a un problème. Il faudrait qu'il vieillisse. Il est un peu comme Sacha du Bourg-Palette. Et donc, dès qu'il naît, même dans la main de son auteur, on peut déjà en faire un peu ce qu'on veut. Et du coup, c'était très naturel que derrière, il soit adapté. Donc, en comics, je crois, en premier lieu. Il y a eu plein de comics Marvel, et toi, c'est les derniers, je crois. En tout cas, c'est du très récent, mais on a eu des bien anciens. Plein de parutions. Les films, au bout d'un moment, avec un nouvel auteur qui met sa sauce, John Milius. Et après, même du jeu vidéo, un nouveau film, une nouvelle adaptation. Et donc, Conan, il a un peu tout vu, tout vécu. Et, Après, il y a quand même des adaptations mieux que d'autres, on en parlera. ouais. Parce que Conan peut tout faire. Ouais. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'on peut en parler tous les deux en n'ayant pas du tout le même Conan, parce qu'on ne l'a pas connu à travers les mêmes histoires. Exact. Et d'ailleurs, on s'en est déjà rendu compte en discutant par rapport à ça. Un premier exemple qui me vient tout de suite à l'esprit. Conan. Alors attends, moi je me rappelle plus c'était dans quel sujet. Je crois que c'était toi qui disais que Conan
Non, Conan était beaucoup plus agile. Ok, non, Ok. c'était ça. C'était parce que moi, j'avais connu un Conan beaucoup plus vénère, Oui. donc beaucoup plus dans le Lourd, physique, lourd, etc. force, etc. Force. Et en fait, toi, c'était un Conan beaucoup plus agile. Et Ouais. ce qui nous avait permis de connecter les deux, c'était l'adaptation avec Jason Momoa, Ouais. le film, où en fait, il les respectait, on va dire, un peu plus. Et là-dessus, j'étais d'accord avec toi parce que Mm. tu m'avais expliqué de quel ouvrage tu tirais ça. Ouais. Il a respecté beaucoup plus l'aspect, on va dire, original de Conan, qui était que on est sur une personne beaucoup plus axée dans la survie, et ça on était d'accord dessus, Ouais. et qui était beaucoup plus dans un corps svelte et agile Ouais. que dans un corps lourd, un peu Ouais, à la c'était pas un Arnold. corps de culturiste C'est ça. qui porte du poids lourd. Même si, bon, en réalité, je pense qu'il en a besoin, Jason Momoa, pour atteindre ce niveau-là. Mais le ressenti qu'on en a n'est pas du tout le même. Exact. D'ailleurs, le corps du cultiviste de Arnold, dans le premier film, on en a parlé, parce que, en fait, le truc, c'est que Conan, c'est un survivant, donc Conan, il bouffe ce qu'il chasse, ce qu'il trouve, et... Ah, je vais te contredire, je vais te contredire. Donc, effectivement, après, quand il fait Conan le premier, Arnold Schwarzenegger, il a déjà été mis sur l'univers. Donc, c'est le top du culturisme à l'époque. Mais la petite nuance qu'il faut avoir, donc ça veut dire qu'il a un peu trop de muscles pour un mec qui devrait survivre dans la nature, etc. Et faire des choses de sa vie et pas juste lever des poids. Euh, donc il y a une seule explication dans le film qui est que comme il est esclave, on lui demande de pousser une charge pendant la majorité de sa vie de gamin à l'âge adulte et du coup il a obtenu ses muscles comme ça. Et avec un très beau montage où en fait au début son père d'esclave et petit à petit quand il grandit les esclaves meurent et à la fin il est tout seul à pousser ce qui doit être poussé pour produire de l'énergie. Et donc il y a une pseudo-justification, mais il y a eu un réel travail sur ses muscles, puisque le réalisateur John Milius trouvait qu'il avait un corps trop axé culturisme et pas assez réaliste, et donc il lui a dit, tu vas changer tes entraînements. Et donc, il n'a pas le même corps, et vous pouvez vous amuser à regarder des images entre le Conan du premier film et du deuxième film avec Schwarzenegger. Les muscles, on les ressent pas pareil parce qu'en fait, il n'a pas développé les mêmes. Et donc, il faisait beaucoup de courses, beaucoup de natation et un peu de muscu, etc. Parce qu'il ne pouvait quand même pas tout perdre. Beaucoup plus axé en Mais il était beaucoup plus varié dans le premier film, dans ses muscles et dans ce qu'il avait, que dans le second. Plus, ils étaient moins mis en valeur. Il n'est pas tout le temps à poil. Dans le deuxième, il est tout le temps en slip pour montrer ses muscles. Et il y a aussi à ça, forcément, le fait d'être sec, donc d'éviter de trop manger ou de trop boire entre les moments de tournage pour essayer de bien mettre en valeur les muscles, pas avoir cette petite couche de graisse qui peut être là temporairement, etc. Donc du coup, ce corps a été façonné, et donc on disait que c'était un personnage très malléable. Rien qu'en parlant du corps, on n'a pas le même entre deux Schwarzenegger différents. Jason Momoa qui est encore plus dans le varié, dans la souplesse, etc. Et donc déjà, on n'a pas des a priori, les mêmes ressentis. Mais effectivement, pris hors de son contexte, sans savoir tout ça, effectivement, t'arrives, tu vois le premier Conan, tu fais mais quelle est cette masse de muscles? Bah, le truc, c'est que c'est un peu l'effet que j'avais eu parce que moi, d'ailleurs, même en lisant les comics, dans les comics, Conan n'est pas aussi. Conan est. En tout cas, là on reste dans le physique, hein, après on va rentrer un peu plus dans le personnage, mais il était beaucoup plus sec et avec beaucoup moins de masse. Donc c'était souvent des muscles très précis qui étaient bien tracés, etc. Et il était beaucoup moins dans le combat. Dans le premier film, alors, il faudra me corriger parce que ça fait quand même un petit moment que je l'ai vu. Celui avec Arnold, il me semble pas je pense qu'il était pas mal axé sur le combat. Si je dis non, pas ça de bêtises. va, comment c'est bien équilibré. Enfin, je sais pas ce que tu veux dire par là. Parce que dans les comics, la résolution qui est apportée à pas mal de problèmes n'est pas issue des combats. Ok, La majorité donc, du temps. si, c'est beaucoup de combats. Ok, donc il me semble que dans les films c'était beaucoup plus de combats parce que dans les comics, en tout cas, même dans les histoires de certaines nouvelles, c'est pas
souvent axé dans la résolution, c'est te dégommer la gueule. La plupart du temps, c'est ok, je suis un survivant, comment je fais pour survivre à cette situation? Oui. Donc on a de la ruse, on a de la souplesse, Mm. voilà, on essaie d'échapper à des pièges, on essaie de... Donc on est beaucoup moins dans l'aspect je vais t'attraper le crâne et je vais te le casser en deux. Mm. Parce que, et là-dessus, on était plus ou moins d'accord, c'est que Conan, c'est pas un guerrier à la base, c'est que c'est un survivant Mm. et qui doit survivre dans des plein d'environnements extrêmes, Environnements différents. différents et extrêmes. Donc, Froid, jungle. chaleur, jungle, désert, ouais, les montagnes enneigées, etc. Et là, on parle que des environnements directs. Genre, on parle pas des types d'humains qui croisent, de types de créatures qui croisent, etc. Et de situations qui sont encore plus variées. Donc, il fait de tout. Et d'ailleurs, il est pas autant. Et dans le premier film, ils nous ont plutôt bien réussi à le retranscrire, en tout cas dans le film d'Arnold. C'est que Conan, c'est pas un mec stupide. Oui. C'est C'est quelqu'un de brut. ouais, Quelque chose. brut de décoffrage. Voilà, donc quelque chose de. Alors non, mais vas-y, continue, parce que Ouais. là, j'ai levé le doigt parce que ça m'a rappelé une citation qui a été faite dans les comics, Ouais. qu'avait dit Conan, et que je trouve juste. Enfin, qui représente exactement l'état d'esprit du personnage. Ouais. Mais il faut que je la retrouve, donc je te laisse. Et je trouve un bon exemple de voir ça, c'est dans la nouvelle Conan le Roi. Enfin, elle n'est pas appelée comme ça, mais dans une des nouvelles de Robert Howard, Conan est roi. Et donc, c'est l'une des rares fois où en fait, il est éloigné de son poste d'action. Et justement, il est en full déprime en fait. Et du coup, il devient un très mauvais roi parce qu'en fait, il en a marre de tout. Et il se fait un peu bolos par les poètes. Et du coup, ça l'agace. Non, un truc du genre. Et du coup, il porte une attention à ça. On se fout de sa gueule, mais gros, tu vois. Et il dit, on parle quand même de Conan, il dit un grand poète est plus grand qu'un roi. Sous-entendu, ce poète est plus grand que moi. Donc déjà, il n'est pas si con que ça. C'est juste probablement je pense qu'il est lié à énormément de dureté. C'est-à-dire il pourra avoir un très gros aspect, si tu es trop faible, tu vas mourir, mais même pas en tant que menace, presque en termes de constat. Et vu que ses valeurs morales dépendent d'une histoire à une autre, de la façon dont les gens le présentent, ou s'amusent à raconter avec lui, bah forcément il a plein de moments comme très très durs ou très violents. Mais c'est pas quelqu'un qui est là pour distribuer de la violence gratuitement. C'est généralement quelqu'un qui n'arrive à s'en sortir qu'à travers la violence. Alors, je retire ce que j'ai dit. Il Ouais. semblerait que ce soit pas Conan qui l'ait dit, mais que ce soit enfin, son créateur, du coup, Robert Howard, qui avait dit que du coup les hommes civilisés sont moins courtois que les sauvages, Oui. parce qu'ils savent que s'ils sont impolis, ils peuvent s'en sortir sans avoir leur crâne brisé. Oui. Mais il me semble que à un moment dans plusieurs d'ailleurs plusieurs nouvelles, notamment quand il est roi, il explique pas mal le fait que en fait les hommes civilisés dans toutes ces aventures vécues ont été les personnes les plus dangereuses contre qui il a pu Parce qu'il est rusé, mais il n'est pas fourbe, Conan. Exactement. Il ne ment pas, il est direct avec les gens, etc. Ce qui le rend brut de décoffrage, lui donne l'impression d'être débile, etc. Mais il n'est pas là pour te duper. Et ça, le personnage de Conan et son auteur, Robert Howard, détestent ça et pensent que c'est un mal bien plus grand que la crudité de Conan. Bah, d'ailleurs, c'est ce qui fait que le personnage, durant son aventure, s'entend déjà plusieurs fois très mal avec certains rois, certains sultans. D'ailleurs, je crois qu'il a été, je ne me rappelle plus si c'était dans un comics ou une nouvelle, où il a été en fait commandant d'un sultan. Alors, je ne me rappelle plus c'était quel peuple.
Il a été commandant d'un sultan et il trouvait que il n'avait pas la même manière de concevoir les stratégies et les tactiques que les émirs du sultan ou le sultan lui-même, qu'il trouvait stupide parce qu'en fait, ils n'axaient jamais en fait, leurs actions sur la survie de leur survie à eux ou celle de leurs hommes, mais beaucoup plus sur une vague idée abstraite de ce que devrait être leur victoire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il leur dit clairement que c'est des débiles, ce qui fait qu'il a été chassé. Et d'ailleurs, du coup, ils ont pas écouté Conan et ils se sont fait massacrer. Mais ouais, personnage du coup qui a pas mal de facettes. Alors peut-être on pourrait expliquer pourquoi le second film a été un peu pourri parce Je que pense du que coup, non, il faudrait déjà expliquer pourquoi le premier est bon en fait. Et parce qu'en fait, le film est comme son personnage, c'est-à-dire qu'il est extrêmement cru, extrêmement dur, et que au premier abord, c'est qu'une montagne de muscles. Et qu'en réalité, tu regardes, tu fais ah ouais, putain, déjà, juste tu lis les dialogues, tu fais attends, c'est pas des dialogues normaux ça. C'est beaucoup trop bien écrit, beaucoup trop subtil. Et après, tu dis attends. Est-ce qu'on a. Attends, je viens de checker. Le personnage principal, il parle qu'à partir de 24 minutes. Conan ne parle qu'à partir de la 24e minute. Déjà, tu fais wow, attends, il y a un problème. Est-ce que je viens de regarder un film où son personnage principal, pendant les 24 premières minutes, il parle pas, je sais ce qu'il pense, j'arrive à suivre son évolution. Attends. Donc, évidemment, c'est pas le personnage le plus subtil, puisque tout ça, c'est transmis par autre chose que des paroles. Donc, il manque encore à ce moment-là une certaine complexité, mais tu te dis ok, il y a déjà quelque chose. Et puis en fait, si tu regardes, il y a une évolution dans ses dialogues. Et au début, il maîtrise pas trop, puis à la fin, il est super bon. C'est pour ça que Schwarzenegger était l'acteur parfait pour ce personnage-là, dans cette forme du personnage-là, parce qu'à l'époque, il est encore full autrichien avec son accent. Il parle giga mal, et donc en fait, c'est un mauvais acteur, mais donc ça colle avec son côté un peu je sais pas communiquer, je suis brut, etc. Ce qui fait que le réalisateur a très bien utilisé son cast à son avantage. En plus, il y a cette anecdote marrante qui le réalisateur dirigeait ses acteurs comme des chiens, mais pas au sens qu'il les considérait mal, c'est juste qu'il leur donnait des ordres comme un chien. À ce moment-là, assis, debout, tu souris pas, etc. Mais il a très bien su le gérer. Et du coup, il existe deux couches. La première, c'est une couche philosophique. Comment ça s'appelle Robert Howard avait insufflé cette notion de barbare à Conan, même s'il ne l'appelait pas Conan le barbare. Il a toute cette réflexion, le civilisé, le barbare, qui est vraiment le méchant, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal là-dessus. John Milius arrive avec une nouvelle réflexion, il dit attends. Il y a quelqu'un d'autre qui parle beaucoup de barbare et de civilisation. Alors Robert Howard, il n'en parle pas, mais il y en a un qui s'appelle Nietzsche. Je ne sais pas s'il est un peu connu, je crois qu'il a apporté beaucoup à la philosophie. Si on l'applique à Conan, et donc hop, Conan est relu sous l'angle de Nietzsche. Le tout premier truc du film, c'est une citation, avant qu'il y ait quoi que ce soit. Une citation, oui. C'est ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce bâtard est tellement fort que dans le film, Conan meurt et Conan ressuscite. Donc en fait, John Milius, il arrive, il fait hop, attendez, il a raison, comment il s'appelle, Nietzsche, mais en fait, il n'a pas poussé assez loin son idée. Ce qui te tue te rendrait plus fort. T'inquiète pas, tout te rend plus fort, il faut devenir plus fort, etc. Donc, comme Nietzsche, en plus, c'est là que Conan et Nietzsche se rejoignent très bien, c'est que Nietzsche est très brut de décoffrage en balançant des punchlines comme ce qui ne te tue pas te rend plus fort et des dingueries absolues. Et il faut les relire avant de te dire ah ok, je vois ce qu'il veut dire, ok, je comprends. Et donc, cette surcouche de philosophie avec pas mal qui n'est pas dite directement, c'est-à-dire qu'après cette citation, on n'aura plus rien qui fait directement référence à Nietzsche. Par contre, on aura tout son discours sur le pouvoir. Est-ce que le pouvoir, c'est l'acier ? Est-ce que c'est la main qui détient cet acier ? Est-ce que c'est la parole ? Et donc, il y a tout ce discours entre le méchant et le gentil qui vont adopter différentes formes de pouvoir. Donc, il y a toute cette réflexion-là. Et, je vais finir, désolé. Non, vas-y. Et
en plus de cette surcouche philosophique qui est la surcouche que tout le monde aide prendre pour dire non mais regardez Conan c'est pas que du muscle, il y a aussi la couche de la façon de raconter l'histoire qui est extrêmement, pas l'histoire mais la façon de raconter tout ça qui est extrêmement poétique et extrêmement belle. Les dialogues sont incroyables, les visuels sont très bien travaillés et c'est là où la magie dont je parlais quand tu regardes le film, c'est une magie qui a été perdue dans le 2. Ouais. C'est que il y a des dialogues entre les personnages, donc entre Conan et ses compagnons, qui sont réellement marquants, avec en plus de ça un environnement qui accentue la chose qu'on n'a pas dans le 2. Et d'ailleurs, bon, je te laisse finir, donc je te redonne la parole, mais je vais rebondir sur un truc que tu avais dit tout à l'heure après. Et donc des exemples de formes qui sont tout à fait absurdes, mais qui sont là que pour la beauté de cette chose et qui peuvent raconter un peu quelque chose. On a le fameux exemple où une fois qu'il a trouvé son ami Subotai, ils se mettent à courir pour voyager. Et donc c'est devenu un running gag, on dit les barbares ils se déplacent en courant en se moquant de ce film. Mais la réalité c'est que tout le monde dit ça parce que ça a marqué tout le monde, que c'est un passage magique. Et là où il est magique, c'est qu'on l'a déjà vu courir avec utilité, on l'a vu fuir des loups, etc. Après, dans Seigneur des Anneaux, on a un peu ça, il court à travers les trucs. Et là, on n'est plus, on dit non, pas besoin de justification. C'est juste parce que nos personnages ont tellement d'énergie, en plus, ils ont ce plaisir d'avoir rencontré un nouvel ami, bah, cette énergie, on va la dépenser dans la course. Et la musique va nous montrer que c'est une sorte d'émotion, que c'est quelque chose que tu as envie de... Mais on a tous, je sais pas, est-ce que tu as déjà eu envie de courir juste parce que tu avais trop d'énergie ou que tu étais trop heureux, je sais pas. Ouais, tu dépenses... Et bah, c'est pratiquement ça, et c'est juste qu'il prend pas la peine de te l'expliquer. Il n'y a pas un dialogue qui fait « Oh, viens, on est recourons ». Mais, parce qu'il est suffisamment fin, après il y a des gens qui passent à côté et qui voient Conan, ils font « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Mais il y a des gens qui comprennent ça sans comprendre, c'est-à-dire que leur cœur comprend. Et juste derrière, en plus, ils se mettent à courir, ils vont découvrir des nouveaux lieux, des civilisations, etc. Et pour continuer cette idée de courir et de joie, on va les voir se mettre à marcher et marcher en synchronisation. Et donc, de nouveau, ils réutilisent cette idée de déplacement pour raconter quelque chose de plus. Bon, on est content, on est joyeux, etc. Mais en plus, on s'entend trop bien. Regarde, on marche en truc. Et en 10 secondes, c'est bon, on a compris que c'est les meilleurs amis du monde. Parce qu'on les a vus courir et marcher en synchronisation. Plus, on a mis une petite blague, parce qu'en plus, en si peu de temps, on peut raconter plein de choses. À un moment, ils sont désynchronisés juste parce qu'ils tombent sur un chat ou je sais plus quoi et qu'il est obligé de le pousser avec son pied. Et du coup, il y a ce nouveau côté brutal qui devient hilarant, c'est-à-dire « Ah merde, je suis pas synchronisé avec mon pote, dégage le chat ». Mais d'ailleurs, alors je rebondis sur un truc que tu avais dit tout à l'heure, par rapport à l'acier et le pouvoir. Ouais, vas-y. Conan, il croit en Chrome. Ouais. Et Chrome, le dieu Chrome. Du coup, je crois que c'est le dieu des Cimmériens, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et il est pas mal lié à l'acier. Oui. La différence de tous les autres dieux, c'est que les dieux dans l'univers de Conan, alors qu'on soit bien clair, les dieux dans l'univers Conan, enfin en tout cas dans l'univers existent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute qui n'existe pas. Ouais. Sauf que Chrome ne répond jamais à ses suivants, ses croyants. Ses croyants, ouais. Exact. Et donc du coup, durant tout le film, on voit des échanges de monologues. Bah, du coup, c'est des monologues vu que Chrome ne le répond jamais, entre Conan et Chrome, où Conan parle à Chrome sans jamais recevoir de réponse ou quelconque signe. Et c'est quelque chose de littéralement ancré dans l'univers de Ward, c'est que Chrome, c'est le seul dieu qui ne répond jamais à ses suivants. Je ne savais pas que les autres... Parce que donc, du coup, grosso modo, moi je suis plus axé sur le personnage et ce que ça raconte. Toi, tu t'y connais beaucoup mieux en lore, moi, le lore que Bah, les dieux dans Conan ont une personnification. D'ailleurs, dans le deuxième film, on le voit très bien. Bon, même s'il est pas... D'ailleurs, c'est le premier ou le second film? Il me semble que c'est le premier où le méchant se transforme en serpent. Ouais. Oui, il n'y a pas de doute. C'est qu'il y a une vraie intervention des dieux. D'ailleurs, la magie dans Conan, c'est pas de la magie qu'on connaît, ça n'existe pas. La magie qui vient de nulle part. La magie vient de la croyance qu'on a envers une déité. Oui. Et c'est ça qui fait qu'il y a
on peut maîtriser la magie. C'est pas on est magicien, c'est on a une croyance, c'est que la magie provient de quelque part. Et oui, et Chrome, c'est littéralement, oui, le seul dieu qui ne répond jamais. Et c'est le dieu de Conan. Donc en fait, d'ailleurs, c'est pas que dans le film où on le voit, c'est qu'il y a plusieurs fois, Chrome, il sort des expressions dont j'ai oublié, je suis vraiment pas bon là-dessus, mais plusieurs fois il s'adresse à Chrome, plusieurs fois il appelle son nom, plusieurs fois il fait des actions en son nom, et Chrome, on a toujours rien à faire, toujours aucune intervention, etc. Et je trouve ça toujours drôle avec Conan. Et je trouve que ça rajoute quand même une certaine saveur au personnage, dans le sens où il continuera toujours à croire en Chrome, et il n'a pas besoin que Chrome lui réponde pour continuer à faire ça en son nom, ou continuer à l'appeler. Parce qu'il y a une croyance, alors ça c'est du coup le lore lié à Chrome, c'est que les suivants de Chrome ne doivent... Si tu es un vrai suivant de Chrome, tu ne cherches pas à demander de l'aide à Chrome. Tu sais te débrouiller seul. Chrome, en réalité, c'est une représentation de je sais pas, de l'autonomie, si on peut dire ça. Voilà, c'est exact. D'ailleurs, énergie volonté, quelque chose qui est bien vu du coup chez les suivants de Chrome, c'est que ce que tu dois trouver, enfin, pour surmonter un obstacle ou quelconque difficulté, c'est quelque chose que tu dois trouver en toi et pas ailleurs. Donc déjà, ce qui est marrant, c'est que Chrome est devenu aussi un running gag de la même façon que les barbares. On prie Chrome de façon débile et Chrome il est dur, etc. Mais en réalité, dès que tu te penches dessus, je fais mais attends, putain, tout ce qui est autour de Chrome, ce que ça représente, c'est suffisamment flou, il y a des questions. Dans le film, je sais pas pour les autres œuvres, il y a l'énigme de l'acier. Chrome nous a apporté l'énigme de l'acier, il faut trouver la réponse. Et cette réponse n'est pas donnée directement dans le film. Et donc vraiment sur Internet, tu peux trouver plein de théories là-dessus. Les théories, elles sont basées souvent sur les interprétations de Nietzsche. Donc le secret de l'acier, c'est ce que tu trouves en toi, ou est-ce que ces trucs, est-ce que tu fais du pouvoir et pas le pouvoir en lui-même. Plein de réflexions et qui te laissent et débrouille-toi. Et tu fais, ouais, mais attends... Conan, c'est comme un oignon. Conan, je dirais que Conan, c'est un oignon. C'est que, à première vue... Les ogres, c'est comme les oignons. Les ogres, ils ont des couches. Ils ont des couches. Conan, c'est un ogre. C'est que Conan, à première vue, c'est un oignon. On n'a pas trop envie de voir ce qu'il y a en dessous. Mais si on veut, ça pue. Quand tu pas sexy. Les couches, t'as envie de chialer parce que c'est pas agréable. C'est pas sexy, mais si on veut cuisiner avec de l'oignon, il faut enlever les couches d'oignon. Et le truc, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont assez magiques avec Conan. C'est que, d'ailleurs, c'est ça, ne serait-ce que sa croyance, c'est que Conan, c'est le seul personnage dont son dieu n'intervient jamais. Tous les autres se transforment en serpent, il se bat contre des croyants de je sais pas quelle déité, divinité malveillante, et ils ont des pouvoirs, ils ont des trucs. Conan, il a toujours juste son slip et son épée, en fait. Donc, et il se débrouille tout le temps. Et à chaque fois, d'ailleurs, je me rappelle plus si dans le film il le fait, mais dans les comics il le fait, à chaque fois il maudit Chrome. Quand il se bat contre des mecs qui se transforment en serpents ou qui font intervenir leur dieu, et ben il maudit Chrome et il va se battre. Mais si dans le film il le fait avec son dernier gros monologue, en fait il y a toute une évolution sur son rapport à Chrome. Donc la toute première fois qu'on entend parler de Chrome, c'est pas lui qui parle, puisque les 24 premières minutes il ne parle pas, c'est son père. Et donc son père lui raconte l'histoire de l'énigme d'acier et ce qu'est Chrome, tout ça avec des dialogues, un monologue extrêmement bien écrit, très très beau, et qui a l'intelligence en fait de remplacer tout ce qui est dieu, géant, etc. Tout le lore, il le remplace que par des trucs giga simples, les géants, les monstres, etc. Et comme ça, en fait, n'importe qui n'y connaît rien, hop, il peut remplacer, il comprend, hop là, basta. C'est extrêmement bien compris dans le film. Il épure tout le lore et ça le rend presque ridicule parce que ils ont pas de monstres, c'est des géants, les trucs, etc. Mais ça permet de le rendre extrêmement accessible et très imagé. Donc il apprend ça de Chrome. Plus tard, il rencontre son pote Subotai
qu'est-ce que tu fais quand t'as un pote? Tu te disputes en te marrant. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font un clash de dieux. Donc Subotai il arrive avec les vents, l'autre il arrive avec Chrome. Ouais, Chrome c'est le meilleur, regarde il est en haut de sa montagne. Et puis Subotai il balance. Ouais, mais le vent c'est au-dessus de la montagne. Et là t'as Conan qui fait ah, et Conan il stay, il a une gueule en mode tu m'as eu, etc. qui est hilarant. Cette scène est incroyable. Après, du coup, on va entendre un peu parler de Chrome, etc. Mais plus tard, bon, Conan il a compris qu'il était un peu trop nul, donc il va retourner, c'est dans la version longue, malheureusement. Il y a une scène ajoutée où il parle avec Subotai, et il s'est dit, bon, enfin, tout ça c'est pas dit directement, mais c'est à interpréter, où il commence à parler des vents avec Subotai. Ce qu'on peut y voir, c'est qu'il apprend à essayer de mieux parler de Chrome, enfin des choses en général, puisque quand il parle de Chrome, l'autre le bolos. Donc là, il se dit, ok, attends, lui, il sait parler des vents, on va parler des vents ensemble. Il parle des vents, un dialogue vraiment magnifique autour de la mélancolie, etc. Il step up, et juste après, on a le droit au grand monologue de Conan, la fin, où il va se battre contre les ennemis. Il appelle Chrome, long monologue, très très efficace, où il n'y a pas ces histoires de valeur. Je vais essayer de trouver le truc en français parce que avec mon anglais ça va être si tu veux, je peux essayer d'y jeter un œil. Est-ce que j'ai... Ouais... Si c'est assez compréhensible en tout cas, dans le sens où... Bon, tant pis. Ouais. Et la toute fin, donc il dit Chrome, sois avec moi. Attention, il dit pas résous tout. Mais il dit, et puis si tu m'écoutes pas, va en enfer. La toute fin, c'est And then the hell with you. Puis en plus, donc. Attends, on va quand même parler de ce monologue qui est incroyable. Parce qu'il il commence par dire, et donc ça montre que si tu es plus raisonnable, il y a des choses à dire. Il commence par dire Chrome, je ne t'ai jamais prié avant. Ce qui est vrai, on a parlé de Chrome, mais il ne l'a jamais prié. Il dit je n'avais pas de langue pour ça en anglais. I have no tongue for it. Et c'est littéralement vrai, puisque comme je vous l'ai dit, les 24 premières minutes, il ne parle pas. Il ne sait pas encore parler. Donc en fait, comment tu veux prier si déjà tu parles pas tout court aux gens? Tu vas pas te mettre à prier en plus quelqu'un qui va pas te répondre. Et puis après, du coup, il explique qu'il a compris que c'est pas une question de valeur morale, c'est une question de valeur de s'affirmer. Donc il lui dit tu t'en fous de qui est gentil, qui est mauvais. Ce que tu vas retenir, c'est que nous, on est deux dans ma team, qu'ils sont 100. Et ça, tu vas trouver ça stylé. Donc en fait, accorde-moi le fait d'avoir le droit à ma vengeance. Il dit pas venge-moi, il dit laisse-moi me venger. Et puis après, il fait bon, si tu me laisses pas me venger, va te faire voir. Mais ça, c'est d'ailleurs tout ce qui est assez lié au personnage. C'est qu'aussi, maintenant tu viens de le rappeler, les croyants en Chrome ne prient pas Chrome. Oui. Personne ne prie Chrome. Donc Conan, même dans ses aventures, il ne le prie jamais. D'ailleurs, la plupart du temps, il le maudit. Mais c'est pour ça que je trouve le personnage, même ça, par contre, il n'arrête jamais je sais pas si on peut dire porter son nom, dans le sens où il n'arrête jamais de faire référence à lui. Oui. Et c'est ça que je trouve assez beau, même dans ces histoires dans les comics. D'ailleurs, même dans les comics, au bout d'un moment, il rencontre Chrome. Et Chrome lui dit clairement qu'est-ce que tu es venu faire? Tu t'attends à quoi? Je vais pas. Enfin, tu vas rien obtenir de moi. Et sauf que du coup, Conan, parce que il me semble que Conan, dans l'histoire dans laquelle je fais référence, est mort, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il souhaite régler son problème avant de mourir. Que Chrome en a rien à faire de ses problèmes. Chrome il en a rien à faire de ses problèmes et il en a rien à faire de ses suivants. Donc ça arrive plutôt au truc. Donc Conan fait un peu une Doctor Strange, c'est-à-dire que Chrome n'arrête pas de le faire tomber de sa montagne, sauf que Conan n'arrête pas de la remonter pour aller le tabasser, pour tenter de le tabasser. Sauf qu'au bout d'un moment, Chrome il en a marre et Chrome lui accorde ce qu'il veut pour qu'il le laisse tranquille. Et du coup, Conan retourne du coup à la vie pour s'occuper de son truc. Et il continue à maudire Chrome.
Et donc c'est une relation assez, assez spéciale, assez drôle, Oui. mais je trouve qu'elle a quand même un fond assez intéressant, et même ça se voit pas mal dans le film, comme toi-même tu l'as dit, c'est que quand Conan ne prie pas, il ne peut pas prier Chrome, et quand il fait appel à Chrome, c'est pas pour demander de l'aide, c'est pour dire laisse-moi faire ça. Ouais. Donc, ouais, personnage très intriguant. D'ailleurs, bon, là on a abordé les gros points qui ont fait que le premier film est bon. Ouais. Ce qui fait que le second film est moins bon, c'est qu'il manque une grosse partie de ce qu'on vient de dire Bah, maintenant. il manque tout ce qu'on a dit et que en fait, ils ont juste gardé la première couche de l'oignon. Ouais, C'est-à-dire que tu épluches et tu fais ah ok donc bon il n'y a pas à courir mais tu prends un équivalent de s'il court, tu essayes de faire ok on va se faire le jeu de l'interprétation etc. Ou en tout cas là j'ai rien ressenti, je vais essayer de voir est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris parce que généralement là on dit Conan il y a toutes ces interprétations etc. Avant d'être un truc qu'on interprète c'est quelque chose qu'on ressent. J'ai pas regardé Conan, je me suis dit putain, ouais, mais quelle interprétation Nietzsche, etc. Je suis ressorti de Conan, j'avais envie de tout fracasser, j'ai fait ah, etc. Ça parlait directement à mon âme. Et après, j'ai fait ok, pourquoi ça parlait à mon âme plus qu'à un film de Seigneur des Anneaux, alors que je suis fan de Seigneur des Anneaux. C'est pas possible, il y a un truc derrière. C'est pas juste je suis teubé. Enfin, je l'espère. Je continue à l'espérer. Mais du coup, tu regardes, tu fais ok, c'est pour ça que je trouve stylé de voir un mec courir sans raison. C'est parce que ça représente ça, etc. Et là, tu ressens rien, donc tu te dis ok, bon bah regardons. Et puis tu regardes, il n'y a rien. Il n'y a rien derrière chaque action. Euh, bah pourquoi il embrasse la meuf à la fin bah, il l'aime pas, donc il n'y a pas de raison. ça, c'est aussi un truc que je trouve. Enfin voilà, d'ailleurs c'est un truc que je trouve dommage, je me rappelle plus si c'est dans le 2 ou dans le un qu'il rencontre son premier amour. Ouais, c'est dans le un. C'est dans le un. Son premier amour dans le un, quand je crois qu'elle meurt, si je dis Ouais, pas de c'est ça. bêtises. Ça l'a pas mal marqué, et ça continue à le marquer dans le début du 2, et Ouais. je pensais que Qu'ils allaient en faire quelque chose, qu'ils allaient mais en en faire fait non. quelque chose, mais non. Ils en font pas, ils en font rien, et il Cette m'a... scène est bien dans le début du jeu. On croit presque qu'il va y avoir un truc cool dans ce film et que ça va. Ouais, c'est C'est ça. qu'il va y avoir une histoire de deuil ou quelque chose, mais pas du tout. Ouais, et je trouve ça trop dommage, et je trouve qu'il y a même une relation vide, il y a rien. Comme tu l'as même toi-même dit, il y a un échange de baisers qui est échangé entre du coup la princesse Ouais, c'est ça. et Conan, et ça sort de nulle part en Ouais, fait. Pourquoi à part que la princesse, elle le trouve giga stylé parce qu'il est costaud, Ouais, il n'y a pas je de trouve ça raison. débile. Enfin bref, le second film est vraiment très pauvre en beaucoup de choses. Quand on a goûté au Conan du premier film, qui a essayé de raconter beaucoup de choses en très peu de temps d'ailleurs, Ouais. en très peu de temps, il a essayé de raconter beaucoup de choses, et on le ressent, et même il nous parle même Ouais. sans même qu'on Mais ait oui, besoin de creuser. c'est plus un film qu'on ressent Ouais, qu'on c'est entend. moi d'ailleurs en plus la première fois que je l'ai vu, enfin première fois qu'on a eu ce dialogue-là par rapport au film, la première chose que je t'ai dit, c'est que quand on a vu le premier film, j'ai ressenti Ouais. le film c'était pas un Marvel, les Ouais. effets spéciaux étaient vraiment quiche, et Ah non, ouais, enfin je suis le seul à défendre, mais je trouve que 95% des bah, effets spéciaux sont incroyables. des effets spéciaux quiche vus par une personne du temps d'aujourd'hui. Oui, oui, oui. On remet Ah dans le ouais, mais même contexte. aujourd'hui, je les trouve incroyables. Mais en fait, le truc, c'est que les effets spéciaux, ça c'est vu, s'ils sont quiches, s'ils sont vus d'un point de vue objectif. On regarde jamais un film d'un point de vue objectif. Si je dois me détacher du film, Oui. oui, les effets spéciaux sont quiches. En ayant vu le film, ça m'a pas posé de problème. En ayant vu le film me racontait quelque chose, et je le ressentais. D'ailleurs, j'ai quitté le film et je me sentais bizarre. Il y a un vide qui se crée. Parce que pendant 1h30, je crois, une heure Non, je quarante, crois que c'est du 2h30, non? 2h30. Ouais, attends, vérifions, continue. Mais pendant tout l'heure du film, on est alimenté par une aura et une énergie, et à la fin du film, on perd. 2h09. Ouais, c'est ça. On perd ça. Et vraiment, c'est ça qui montre que le film transmet quelque chose en réalité. Mm. Quelque chose qui n'est pas transmis par les deux. Euh, Mm. et d'ailleurs, son reboot avec Jason Momoa avait au moins Ouais, le il mérite manque de ça. vouloir raconter autre chose, je Ouais. dirais. Pour moi, le plus gros mérite du remake,
C'est qu'il fait l'inverse du premier, il dit ok, bon, bah il y a un lore stylé, prenons-le. Arrêtons de le remplacer par des mots au pif, les gens, etc. Ouais. Mais ce qui fait beaucoup drop name, ce que voulait éviter le premier. Mais ce qui permet avec ça, c'est que lui il fait ah, attends, quoi? On a des Quoi, Aztèques? Non, mais il y a du lore. Et attends, dans le lore, il a mis un fourre-tout. Tu veux dire qu'on peut tout prendre? Attends. Donc tu veux dire qu'il y a des Aztèques et des Vikings dans ce monde? Attends. Tu veux dire que je peux commencer par une séquence de fight entre les Aztèques et les Vikings? Et ce qui est hilarant, c'est que si tu connaîtrais qu'un tout petit peu Conan, tu ferais c'est n'importe quoi. Pourquoi il a foutu des Aztèques? Sauf que si tu connais Robert Howard, tu sais que Robert Howard, c'est pour ça qu'il appelle l'univers de Conan. C'est pas pour que tu lui dises, pour qu'il te dise ta gueule, ils sont peut-être pas rencontrés, mais moi je veux faire ça. Et du coup, cette idée est géniale. Et c'est probablement le seul truc que j'aurais retenu, c'est l'intro avec les Aztèques contre les Vikings. L'idée est. Mais c'est le mérite en réalité de l'adaptation avec Jason Momoa, c'est qu'elle a essayé de donner quelque chose de nouveau. Je l'ai pas vu parce que bon, ça m'intéresse pas, mais. Bah, l'intro mérite le coup d'œil. Moi, j'y jetterai un œil, mais ouais, le 2, par contre, lui, malheureusement, il a rien pour lui. J'essaie d'y réfléchir, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Peut-être à part la séquence où il gifle le dromadaire. Mais bon, Non, c'est dans le 1. c'est dans le 1? Oui. Oh, bah, même ça, Oui. même ça, c'est même pas du 2, quoi. Et oui, typiquement, on parle de trucs. C'est un humour tellement spécial et qui colle à Conan. Donc il se balade dans un marché et il y a un Conan un dromadaire qui s'approche trop de lui. Bah qu'est-ce qu'il fait Conan? Il le frappe. Et c'est juste hilarant à voir. Donc bien évidemment c'est un Ouais, film. le dromadaire Mais- l'a mais- craché dessus. Ouais, oui, je sais plus, mais. Ouais, mais tu frappes pas un dromadaire parce qu'il t'a craché dessus. Et il le frappe. Et c'est tellement sorti De nulle part. de nulle part et naturellement. T'es choqué et tu fais, mais quoi? Puis tu te dis, mais c'est normal de sa part. Mais tu te dis, mais personne ne ferait ça. Et ça prend quoi? 4 secondes dans le film? Mais c'est une blague que tout le monde a retenue. Elle marche trop bien. Et ouais, c'est quelque chose. D'ailleurs, peut-être pour finir un peu, on va dire, le sujet, j'aimerais juste qu'on aborde rapidement la relation qu'Howard avec son ami, du coup, qui était derrière Lovecraft? Ouais, Lovecraft, merci Ouais. beaucoup. L'une des plus belles dédicaces, je pense, qu'a fait Howard à son ami, c'est d'intégrer les dieux anciens dans l'univers de Lovecraft au lore de Conan. Ça te montre à quel point quand même c'est le fourre-tout ultime. Oui, il s'en fout. C'est Donc, que son pote a inventé Cthulhu et dit bon, bah vas-y, mets Cthulhu dans Conan, ça passe. C'est ça? il a pas juste mis Cthulhu, il a mis toutes les déités Mais de incroyable. Lovecraft dans l'univers de. C'est-à-dire que tu les verras jamais je crois qu'ils sont jamais abordés dans les grosses histoires de Conan, mais elles existent. Les déités, toutes les divinités, enfin les créatures de Lovecraft existent comme dieux anciens dans l'univers de Conan. C'est-à-dire qu'il y a Cthulhu dans Conan. Alors, c'est fou quand même qu'on ait raconté toute cette histoire sans en parler. Il y a quand même des trucs où Robert Howard affirmait, il faudrait que je vérifie s'il a affirmé sur un ton nouveau, c'est quoi. En tout cas, il a dit que en fait Conan venait dans ses rêves et il le bolossait pour lui dire raconte mes histoires et qu'il lui racontait ses histoires à travers les rêves. Mais même si c'est une blague, putain, même ça c'est trop Conan en fait. C'est trop Conan, c'est-à-dire que le personnage il bolosse son auteur pour exister. C'est. Non, en vrai, très, très honnêtement, il faut rentrer un peu toucher un peu l'univers. Peu importe l'entrée, je pense Je pense que le meilleur c'est le film. Ouais. Et en fait, faut pas s'étonner dans les deux sens. Faut pas s'étonner si tout d'un coup vous trouvez qu'il y a quelque chose, que vous ressentez quelque chose, et que pourtant vous n'arrivez pas à savoir pourquoi et vous trouvez ça mais débile as fuck. Il y a quelque chose, c'est pas pour rien que vous allez vous mettre à des émotions, c'est pas parce que vous devenez une brute décérébrée. Il y a des choses subtiles cachées là-dedans. Et à l'inverse, si vous ressentez rien, bon bah c'est que voilà, l'oignon a épluché, c'est chaud, c'est pas pour tout le monde et c'est pas grave. Il faut pas s'en vouloir, mais j'espère pour vous que vous allez adorer parce que c'est vraiment très 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 bon. Bah là, on va ressauter sur un autre sujet complètement différent. même s'il y a un JDR. Il y a JDR Conan.
Le JDR, une histoire sociale. Et là, je te laisse encore une fois reprendre le relais parce que toi, avec tes titres qui veulent tout et rien dire, il faut que tu m'introduises le sujet. Voilà, ça part toujours d'un constat, donc je vais montrer d'où vient ce constat et après on va dériver là-dessus. Donc, pendant mes études de cinéma, on a essayé d'apprendre à écrire. J'espère avoir réussi, je ne sais pas. Et c'est compliqué, c'est très compliqué. Et une autre chose qu'on a essayé de nous apprendre, c'est écrire à plusieurs. Et ça, c'est encore plus compliqué. C'est parce qu'il y a de l'ego dedans, on ne veut pas raconter les mêmes choses. C'est un casse-tête ultra dur. Et donc écrire une histoire à plusieurs, c'est un constat, c'est quelque chose de dur. Et il existe une forme de jeu qui s'appelle le jeu de rôle. On se met autour d'une table ensemble. Une personne s'occupe de l'univers, de décrire ce que se passe dans l'univers et les personnages. D'autres incarnent tous un personnage et disent ce que fait ce personnage spécifiquement. On lance des dés pour savoir est-ce que les actions sont réussies. Et après, la personne qui s'occupe de l'univers dit ce qui se passe. Donc c'est ça le jeu de rôle. Et grosso modo, si on voulait décrire le jeu de rôle, c'est 5 ou 6 personnes qui s'assoient autour d'une table et qui décident ensemble de raconter une histoire en temps réel. Et c'est un jeu. Et je ne comprends pas comment ce constat peut exister, que c'est aussi compliqué de raconter une histoire, et que partout dans le monde, plein de types qui ne savent pas écrire des histoires, qui n'ont pas décidé d'en faire leur métier, décident de se rassembler autour d'une table et se marrent comme pas possible à inventer des histoires et s'amusent à le faire et y arrivent pour eux. Évidemment que ces histoires ne sont pas publiables la plupart du temps, appréciables pour des gens hors contexte, mais les personnes qui les écrivent se marrent au possible alors que franchement c'est un sujet à dispute d'écrire des histoires plusieurs. Alors, je vais peut-être rajouter un petit truc à ton truc. Ça vient peut-être pas de nulle part parce que en réalité depuis la nuit des temps, l'une des plus grandes forces de l'humain, c'est les histoires. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on transmet le savoir, c'est comme ça qu'on transmet les traditions, et ces traditions après créent une culture. Donc du coup, c'est plusieurs personnes qui ont des habitudes qui se sont installées, des récits qui se sont installés, qui du coup se rejoignent à travers ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous relie. Il faut le dire, ce qui relie même dans la religion plusieurs personnes entre eux à croire en une seule divinité, c'est ce qui a été raconté, donc c'est ce qui a été transmis, et c'est cette transmission d'ailleurs et c'est un outil puissant, hein, c'est un outil social puissant. D'ailleurs, la plupart des personnes qui vendent bien les choses, tu remarqueras toujours, c'est qu'ils te racontent une anecdote, ils te racontent une histoire, ils te racontent quelque chose avec quoi tu peux te lier à travers lui. Tyrion, dans Game of Thrones, sa plus grande force, c'est qu'il raconte des histoires. C'est Tyrion, sinon il est nul. C'est parce que c'est le seul gars dans Game of Thrones qui sait raconter des histoires, et c'est le seul gars que nous, même en tant que public, on veut écouter. Moi, j'ai plusieurs moments, je veux écouter Tyrion parce qu'il me raconte des histoires. Et c'est ça la force, je pense, de ce que on essaie d'aborder là maintenant, c'est que le JDR, c'est un contexte dans lequel on peut se raconter des histoires sans réel, je ne sais pas si on peut dire jugement ou autre, mais c'est que c'est assez ouvert et assez propre et libre pour qu'on puisse quand même tous s'amuser dans une même histoire. Alors bien sûr, tu as quand même mis le contexte, c'est qu'il faut qu'il y ait une personne qui sert d'arbitre, parce que là, on cherche pas... C'est pour ça que c'est très social, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un arbitre qui dise « Attends, toi ton histoire là, elle va casser les histoires de tout le monde, calme-toi un peu, on va pas mettre des prostituées dans notre histoire. » Mais je dis ça parce qu'on a eu ce problème récemment sur un jeu de rôle, et l'arbitre a dû faire ça, et derrière il a dû m'adouer, donc l'autre il a dit « Ok, je vais pas faire le domaine de prostituées, mais plutôt dans le domaine des malfrats, etc. » Et là ça collait à l'histoire, et ça nous permettait de pas rajouter une dimension sexuelle alors que personne n'avait ça dans son histoire, quoi. Et donc il y a un arbitre, tout un ensemble de personnes qui essayent de raconter une histoire différente, à travers leur personnage. À travers leur personnage. Un contexte différent qui est, on utilise du hasard pour raconter son histoire, c'est-à-dire que parfois le hasard dit que quelque chose s'est passé, et là tout le monde se regarde et tout le monde doit se mettre d'accord sur comment faire en sorte que l'histoire continue à évoluer. Et la puissance du hasard, c'est qu'en fait, si on ne rajoute pas ces touches-là, si on devait raconter nos histoires telles quelles, on aurait beaucoup de mal, notamment parce que c'est pas notre métier, à faire en sorte que nos personnages échouent. Oui.
Et c'est le hasard qui rajoute l'aspect de l'échec, c'est qu'on ne peut pas tout le temps réussir. Certes, des fois il y a des trucs qui ne vont pas être cohérents, c'est qu'on est un grand guerrier et qu'on rate un coup, alors qu'on s'est entraîné 1000 fois à faire ce coup, sauf que ça arrive. Et le hasard rajoute ça. Je pense que l'autre chose que peut apporter le hasard, c'est que vu qu'il y a quelqu'un qui a une sorte d'arbitre qui est le maître du jeu, celui qui raconte l'histoire globale et qui s'occupe de l'univers, les autres de l'histoire, il a une sorte de puissance qui est pratiquement absolue, qui pourrait être très déséquilibrée et très désagréable pour tout le monde, parce que tu te dis, moi je suis en train de raconter mon histoire, mais rien n'empêche la personne en face de me tuer, c'est fini, mon histoire elle sert à rien. Et bon, généralement, tu essayes d'avoir un maître du jeu qui fait pas ça, donc c'est équilibré. Mais ce qui permet de se rassurer, c'est de se dire qu'on a un truc qui s'appelle le hasard, et que le hasard est encore au-dessus de cette personne-là. Et que si je réussis mon jet de dés, il est obligé d'intégrer l'action au récit. Et donc, du coup, c'est une sorte de commun accord de dire ok, tout le monde n'a pas la maîtrise sur tout, même l'arbitre, puisqu'on a le hasard, et nous sommes tous d'accord pour dire le hasard. D'ailleurs, je dirais même que l'arbitre, en réalité, c'est plus un agent du hasard qu'autre chose, parce qu'il ne peut faire l'une des choses qu'il fera le plus souvent, c'est, si vous souhaitez faire une action, c'est de faire intervenir le hasard. Dire, ok, essaye de le faire, mais c'est le jet de dés qui va décider de si tu réussis ou pas. Par contre, je vais déterminer la difficulté. Donc, je dirais que en fait, c'est un peu ce contexte-là qui permet en fait le récit, c'est que en fait, il y a des règles et un accord tacite. Bah, ça dépend parce ça dépend parce que parfois quand on finit une partie, vu qu'on n'a pas aimé certaines choses, on en reparle et du coup on me dit attention, la prochaine fois on fait pas ça, etc. Donc parfois tacite ou parfois direct. Oui, mais souvent tu noteras, souvent c'est beaucoup plus lié à l'humain que réellement, parce qu'en réalité une partie qui se déroule entièrement basée sur le jet de dés, donc les actions basées sur le jet de dés, on se rend pas compte à quel point c'est puissant, dans le sens où souvent on va se dire ok, tu veux faire cette action-là, et même les autres se diront ok, fais-le, mais c'est le GD qui va décider. Même l'action pourrait être la plus incohérente au possible. Si le GD détermine que tu as réussi l'action, alors on va l'accepter. On va faire en sorte de l'accepter. Et je pense que c'est un des plus gros pouvoirs du... Oui, ça permet une forme d'équilibre, parce que du coup, on accepte ça parce qu'on se dit qu'il y a peu de chances que réussisse, on lui met un GT très difficile à obtenir. Et à l'inverse, lui, il se dit ok, j'ai très peu de chance, mais cette chance existe là, et on accepte D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que les jeux de rôle, et c'est un truc où je rebondis légèrement dessus pour peut-être appuyer quelque chose, c'est pour ça que peut-être que les jeux de rôle typés Baldur's Gate, Divinity, il n'y a pas de GD. Pas de GD en tout cas direct lié à une action lors d'un dialogue ou ce genre de choses. Je m'en rappelle plus, mais je prendrai l'exemple le plus sûr, Baldur's Gate 3. Quand on fait un dialogue ou qu'on veut faire une action liée dans un contexte et qu'il y a un jet de dés, quand on est seul, c'est difficile d'être honnête envers notre action, dans le sens où on va souvent être tenté de recharger la partie et de relancer le dé. Dans une partie où il y a d'autres personnes qui servent de témoins et de juges, on ne relancera jamais. Et on acceptera que notre personnage puisse échouer. Et on acceptera les conséquences de cet échec. Et je trouve que ce qui permet de rendre des narrateurs médiocres ou moyens, ce qui, on va dire, rehausse leur récit, dans le sens où ils auront... Naturellement, ils ne penseront pas à l'échec de certaines actions, mais ce leur sera imposé et ils devront adapter leur attitude, leur récit et tout ce qui va avec par rapport aux conséquences de cette action. Et du coup, donc ce hasard, c'est un peu le contrat que tout le monde accepte, mais ça entraîne un nombre de choses incalculables. C'est beaucoup de négociations. Moi, je trouve que le jeu de rôle, c'est ce qui s'apparente le plus à de la diplomatie. Chacun est là pour un objectif précis. On pourrait tous les atteindre comme tous les échouer, et il va falloir qu'on trouve un commun accord sur comment les choses vont se passer. Et c'est fou. Moi, je trouve que les meilleurs exemples,
J'ai masterisé, donc j'ai été maître du jeu arbitre sur du Toulouse, de l'horreur. Mhm. Bon, Lovecraft, Conan, tout est lié. Hop là. Les gens se sont pris dans le jeu, l'histoire, l'horreur, etc. Et vu qu'ils étaient investis dedans, ils avaient vraiment une sorte de peur, mais pas une peur directe en mode ah, au bout, je sursaute, mais cette sensation que quelque chose ne va pas. Et on a vraiment eu des disputes, et on n'a jamais réussi à reproduire ça, des disputes d'1 heure sur un sujet dans le jeu. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non on ne tue pas cette personne? Et j'ai eu, donc on est quand même autour d'une table en train d'inventer un récit imaginaire, et j'ai 4 personnes autour de moi qui sont en train de se disputer pendant 45 minutes, 1 heure, sur est-ce qu'on tue ou pas ce personnage dans notre histoire. C'est impressionnant. Je vais appuyer ça je vais peut-être essayer d'étudier le cas que tu présentes là pour peut-être trouver des raisons. C'est que possiblement, c'est l'un des rares cas où en fait, vu que chacun des personnes autour de la table gère, on va dire, un personnage qui, par sa présence même, impacte le récit, c'est qu'en fait, même dans la vraie vie, quand on a un groupe, on a des notions différentes, on a des motivations différentes. Qu'on le veuille ou non, hein, on peut être très bien lié par une amitié, ça ne changera jamais que tu auras tes propres motivations, j'aurai mes propres motivations, et que dans certains cas, bon, on va forcément rentrer en conflit. Mais la force d'ailleurs du JDR, c'est que dans le cas du JDR, on va être lié par un objectif commun, ou par un contexte commun, c'est qu'on est tous autour d'une table pour jouer, et on va devoir se mettre d'accord si on veut continuer à jouer. Dans la vraie vie, ce qui va faire qu'on va essayer de se mettre d'accord, peu importe la situation, c'est qu'on est potes. C'est que, bon, on peut très bien dire on est potes et qu'on en a rien à foutre de notre amitié. Donc, auquel cas, le problème va vite être réglé à la première confrontation qu'on aura. Mais ce qui va faire qu'on va devoir trouver un common ground, c'est que il va falloir se mettre d'accord. Et c'est là où la puissance du JDR rentre en jeu, c'est que oui, tu vas avoir des débats d'1 heure. D'ailleurs, on en a nous aussi des débats d'1 heure, c'est juste que c'est moins marquant parce qu'on ressent moins le temps passé. Mais pendant 1 heure, on pourrait débattre sur un sujet juste pour se mettre d'accord et trouver le fait. Parce que c'est très dur d'accepter qu'on est avec une personne qui n'a pas les mêmes visions que nous. Et donc, du coup, on va tout le temps chercher le compromis pour indirectement essayer de se dire ok, je garde ma vision, il est plus ou moins d'accord avec ma vision, donc je l'accepte quand même. Et c'est ce qui se passe dans le JDR, c'est que... Et le jeu de rôle, il y a cette couche en plus supplémentaire, c'est que tu simules un point de vue. Parce que tu joues un personnage avec qui tu n'es pas nécessairement d'accord. Tu peux jouer un raciste, et du coup tu vas, très souvent, et tu vas être raciste envers les elfes. Tu n'as rien en tant que joueur parfois. Bon, parfois t'aimes pas les elfes, mais c'est pas parce que t'es raciste, c'est parce que tu n'aimes pas ce que représente un personnage dans un univers. Et donc du coup, tu vas te mettre à jouer ça, et tu dois trouver un accord entre la personnage que tu simules et le personnage que l'autre simule. Et c'est fou de se dire que tout ça marche et ne mène pas vers des vraies disputes. Mais, après, ça arrive, mais un groupe équilibré s'en tire, et moi je trouve ça impressionnant. Oui, mais encore une fois, c'est pour ça que d'ailleurs là on va un peu élargir le scope. On va se concentrer un peu plus sur les personnes du JDR. On ne fait pas du JDR avec n'importe qui. Je vais m'expliquer. Un JDR, je trouve qu'un JDR qui est fait avec des personnes proches, donc ça peut être de la famille, ça peut être des amis, marchera toujours mieux qu'un JDR qui va être fait avec des inconnus. Ne serait-ce que déjà parce que tu oserais faire avec ton personnage. Parlons du personnage raciste envers un nain raciste envers les elfes. Tu veux aller dans l'extrême, imaginons que ton nain ne tolère tellement pas les elfes qu'il serait capable de céder à la violence. Avec des amis ou dans un contexte de la famille, etc., on sait très bien que... on sait très bien que dans la vraie vie, tu ne vas pas t'amuser à égorger des elfes, mais pour le bien du récit et pour ne serait-ce que pour... je sais pas l'équivalent français de sake of, ne serait-ce que pour l'intérêt de raconter cette histoire, tu joueras ça, peut-être que tu céderas un moment d'énervement avec une dispute avec un elfe, et hop là, tu prendras ta hache et tu lui couperas le corps. Oui. Et tu ferais ça avec des connaissances, bon, ils vont se dire, putain, il fait chier.
Mais donc ça montre à quel point c'est social, c'est-à-dire que tu joues de façon différente juste parce que tu n'es plus avec les mêmes personnes. Et moi je trouve ça impressionnant parce que je connais pas 10 000 choses qui soient... Alors après, je dirais qu'il y a des dérivés, dans le sens où le jeu de rôle a toujours existé, Mhm. pas toujours sous la même forme. Il y a un équivalent qui est à côté, qui serait peut-être les jeux de société. Il y a certains, alors pas tous, parce qu'il y a certains jeux de société, mais Ouais, par mais exemple, du coup, prenons le plus simple qui nous vient en tête, le Monopoly. Comment on joue au Monopoly, c'est pas comment on est dans la vraie vie. oui. Je veux dire, dans la vraie vie, on n'a pas des. Je veux dire, on va pas s'amuser à essayer de piéger une personne qu'on connaît. Alors, je l'espère pas, mais ce que je veux dire, on est beaucoup plus agressif, on peut être beaucoup plus fourbe en étant. Mais jouant ça, au Monopoly. c'est moins l'aspect social que l'aspect jeu qui soulève ça. Oui, mais c'est ce qui. Dans le JDR, ce qui pousse une personne à jouer d'une certaine manière peut aussi être l'environnement ou les personnes avec qui il est. Je veux dire, si tu as ton raciste, bah, tu vas te dire, ouais, bon, pourquoi je jouerais pas un peu plus fourbe? Parce que des fois, je vais être obligé d'être fourbe pour essayer de m'en sortir à cause de ce nain qui arrête pas de me mettre dans des situations compliquées. Donc forcément, il y a toujours cet aspect de, il faut qu'il y ait un compromis, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que c'est d'ailleurs ça la force du JDR, c'est que en fait c'est le truc le plus humain que tu puisses avoir. C'est une des formes que... Ouais, je sais pas si tu peux réfléchir à quelque chose d'aussi cru en termes de réaction, en termes d'émotion humaine que le JDR. Hmm. Et ouais, c'est pour ça qu'il est aussi poignant, aussi marquant, avec tellement moins de mise en scène. C'est-à-dire que t'as pas nécessairement de musique, souvent on met des musiques, mais on y fait beaucoup moins attention parce qu'on fait beaucoup de bruit. Mais t'as pas les visuels que peut avoir un film, tu n'as pas les timings qui sont parfaits parce que c'est pas monté, tu n'as pas. Il te manque énormément d'outils, il y en a beaucoup, beaucoup moins que dans plein d'autres médias. Mais le fait que ce soit aussi difficile de le créer et le fait que ce soit aussi social crée un investissement qui est extrêmement puissant et qui fait que on puisse s'attacher à des personnages fictifs dans une histoire aussi mal racontée. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est vrai. Parce C'est que vrai. tu compares n'importe quelle partie de jeu de rôle, elle sera à des kilomètres-lumière d'un bon film ou d'un bon truc en termes de comment on construit cette histoire. Oui, mais à la différence, on n'a pas le même investissement. Mais oui, et du coup, Euh, mais cet investissement, je pense qu'il vient énormément de la partie sociale en fait. Et par exact. exemple, un exemple tout con, c'est que parfois on va réussir à rattacher les wagons, c'est-à-dire comment justifier que là il y a un échec alors que tu es censé être bon, etc. Et parfois c'est super satisfaisant De trouver une de justification. trouver une justification. Et à l'inverse, c'est satisfaisant de la trouver, mais c'est satisfaisant de voir quelqu'un la trouver. C'est trop agréable quand tu viens de réussir un jet de dés qui te permet de faire une action que l'arbitre, le maître du jeu ne voulait pas que tu fasses, que tu le vois réfléchir en mode oh non, qu'est-ce que je vais faire, mon histoire ne devait pas comporter ça. Et que là il te sort un truc, tu fais mais attends, c'est beaucoup trop naturel, il l'avait prévu ou pas? Et tu te dis mais non, c'est pas possible, il l'a pas prévu. Et c'est trop satisfaisant. C'est trop satisfaisant de le voir réussir. Bah, pour le coup, ouais. Pour le coup, et qui plus est, pour se détacher un peu du JDR et beaucoup plus du côté social, je trouve qu'on en apprend beaucoup les uns sur les autres en étant dans une partie de JDR Mm. que dans la vie de tous les jours. Oui. Notamment pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours, on ne sera pas tout le temps, même il y a des situations où on ne sera jamais exposé. Je pourrais avoir l'impression de connaître des personnes. Bon, bien sûr, il y a le temps, c'est ça qui détermine aussi une relation. C'est Oui. que sur la durée, c'est pas pour rien que la durée impacte une relation. C'est que, en fait, plus on passe de temps avec une personne, plus on aura des occasions ou des opportunités, ou plutôt des occasions et des événements qui le mettront face, ou nous mettront face à des situations, et je saurai comment il a réagi à ces situations. Donc j'ai appris quelque chose de lui. Oui. Donc c'est pour ça que des relations qui ont duré longtemps sur la durée sont toujours plus profondes Mm. que des relations qui ont duré 1 an, 2 ans. Oui. Une personne d'1 an ou 2 ans, il y aurait eu moins de chances voilà, d'être soumis à ce genre d'événement. C'est pour ça que le JDR, en réalité, on va dire, c'est un peu une salle du temps.
Ouais, c'est un accélérateur. C'est pas aussi puissant que dans Non, la mais c'est vraie un vie. accélérateur. C'est un accélérateur, c'est pas aussi puissant que la vraie vie parce que il y a le côté fictif de la Ouais. chose, mais on a quand même comment je pourrais m'entendre avec une personne dans des situations. Alors pour moi, c'est pas autant comment tu vas faire se comporter ton personnage, puisque tu sais qu'il va jouer un méchant alors qu'il n'est pas méchant, mais comment se mettre d'accord. voilà, c'est sûr qui fait passer son histoire en avant, à quel moment, et qui prend la place, qui sait donner la place à l'autre pour l'histoire, de lui dire ah ouais, attends, là on va parler à un chef de tribu, lui c'est un barbare, il a l'habitude, vas-y, parle-toi. À la place de dire non, je m'en occupe parce que j'ai envie de raconter l'histoire, j'aime bien raconter l'histoire. Et ça, c'est vrai que tu peux voir les caractères. Et moi, ce que je trouve marrant, c'est de voir aussi les caractères des gens timides dans les jeux de rôle. Parce que par exemple, ils peuvent être totalement effacés, ou à l'inverse, la situation va les pousser à bouger. C'est-à-dire que si tout le monde est comme je l'ai dit, c'est-à-dire tout le monde dit ah, c'est le barbare, donc laissons-le parler à la chef de tribu. Et bien parfois, ce barbare est joué par quelqu'un de timide, et là, tout le monde se tourne vers la personne timide et dit vas-y, c'est à toi de parler. Et là, d'un coup, il étonne tout le monde parce qu'il est hyper violent. Mais oui, ça c'est trop drôle en fait. Parce que tout d'un coup, il n'est pas gêné de parler parce que la situation est bonne pour ça. Tout le monde pense à lui laisser les paroles, non pas parce qu'on a pensé Et à il lui n'est pas laisser la parole, illégitime. mais parce que la situation, il n'est pas illégitime. Et ça, je trouve ça magique. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu beaucoup plus de fois à la sortie d'un jeu de rôle, entendu un maître du jeu, ou moi-même en tant que maître du jeu, dire à quelqu'un timide, ou quelqu'un qui allait mal, qui était fatigué et tout, ça va aller, ou t'étais moins là que d'habitude, etc., que dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il faut au moins une journée, c'est à la fin de la journée que tu vas voir la personne, tu lui dis comment ça va. Là, au bout de 4 heures de jeu, tu as fini tes 4 heures, à la fin des 4 heures, tu fais gros, ça va, etc. Ou quand tu fais parfois une pause, tu fais une petite interruption, gros, ça va, ouais, non, c'est juste l'occasion qui ne s'est pas présentée, qu'elle n'a pas de soucis, etc. Et tout. Et je trouve que c'est une attention qui est beaucoup plus présente dans le jeu de rôle que dans la vie de tous les jours. Et c'est marrant, c'est. Bah pour le coup, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord et je pense que c'est pour ça que la conclusion ne bougera, je pense même pas d'un centimètre, c'est que le jeu de rôle reste l'expérience sociale par excellence, même depuis la nuit des temps. Hein. Le théâtre, c'est du jeu de rôle, on se met Ouais, dans le un théâtre jeu. improvisé. Le théâtre improvisé, et même pas que. Le théâtre, il y a d'autres Mais, aspects. et tous les enfants, ils prennent Un bâton, un et ils c'est bon, deviennent ils font un. du jeu de rôle. Exact. Vous jouez quand les enfants jouent avec des jouets, c'est du jeu de rôle. Ouais. Hein, C'est juste que quand tu grandis, tu as besoin d'un cadre plus formel pour le pratiquer parce que bon, bah, tu as perdu ton imagination, mais de ta capacité à imaginer. Mais Je dirais qu'elle a été. Je dirais plutôt qu'elle a été violentement contenue par la réalité. Dans le sens où plus on devient adulte, plus on expérience la réalité, plus en fait on va se restreindre nous-mêmes en réalité. Je veux dire, ça ne nous empêche pas que quand on est dans un jeu de rôle, je peux être très imaginatif sur mon personnage. je pense que non, je pense qu'on perd quelque chose. Je trouve le bon exemple, c'est le coup du bâton. Vas-y. Moi, ça m'a extrêmement marqué en fin primaire, début collège, quand je me suis découvert qu'avec un bâton dans les mains, tout seul, je ne pouvais plus jouer. Tu me donnais un jouet dans ma main, j'étais solo, je ne pouvais plus jouer. Ce n'était plus suffisant. J'avais besoin d'un jeu vidéo, d'un jeu de rôle, d'autres personnes pour m'aider. Je n'ai plus cette capacité-là. Et je sais pas, toi, est-ce que tu as encore la capacité avec 2 jeux dans les mains? Alors moi, ce sera peut-être pas le bâton, mais j'ai peut-être un équivalent je comprends ce que tu veux dire. J'ai peut-être un équivalent, ce sera avec les jouets. J'ai eu de la transition assez violente quand j'étais enfant, j'arrivais plutôt bien à jouer avec mes jouets, mes jouets racontaient une histoire, j'arrivais à leur trouver des histoires et l'un des trucs que j'adorais faire c'était jouer au Lego. Où je créais des vaisseaux et des trucs comme ça et je trouvais tout le temps des histoires à raconter et je sais qu'à un moment donné j'ai une transition assez violente j'ai des jouets et je peux plus y jouer avec. Et ça m'a fait un effet bizarre parce que dans le sens où j'ai quand même un passif avec ces objets-là et je peux plus les utiliser, je sais plus comment faire. Alors je parle pas bien sûr d'une transition à 18 ans où j'essaie de jouer avec des jouets, mais je parle voilà, on parle plus à ce niveau-là. J'avais des jouets et déjà j'avais une perte d'intérêt, je voulais plus jouer avec des jouets, je me faisais chier avec. Et qui plus est, je n'arrivais plus à jouer avec. Je pouvais essayer
par exemple, je vais essayer de construire un truc avec des Lego, au bout de 2 secondes, je me faisais chier, quoi. Moi, je l'ai eu une double fois parce que avant de l'avoir moi-même, j'ai été le dernier des gens autour de moi, de mes potes, etc. à le faire. C'est-à-dire que petit à petit, les autres arrêtaient. Je me dis, mais pourquoi vous voulez plus jouer? Pourquoi vous voulez plus jouer dans la cour de récré à Star Wars? Non, on va jouer Ouais, aux cartes Yu-Gi-Oh! ouais, J'aime bien les cartes Yu-Gi-Oh! Mais on peut aussi jouer dans le truc. Oui, ouais. mais on fera rien. Mais non, pas rien avec ton imagination. Et j'étais l'un des derniers. Et puis après, j'ai rejoint. Et ça fait bizarre. Donc je pense que c'est l'un des outils qui redistribue le mieux à un adulte cette capacité-là. Mais là où en fait c'est entraînant, c'est que t'es plus tout seul. Et c'est pas pour rien que le jeu de rôle ne marche pas tout seul. Enfin, Et il c'est faut pour ça, d'autres joueurs. Il c'est faut pour d'autres ça, joueurs. c'est pour ça Et que. c'est peut-être ça que l'adulte a besoin, c'est de dire attends. En solo, c'est un truc de teubé, t'es plus un gamin. Par contre, si t'es avec des gens, entouré, etc., tu peux réussir à recréer ça. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Baldur's Gate 3, et je pense que honnêtement, c'est compliqué de jouer honnêtement à Baldur's Gate 3 en solo. J'en parle en connaissance de cause. Je pense que c'est ce qui fait que la manière dont tu joues à Baldur's Gate 3 restera. C'est bizarre parce que pour toi, je pense que c'est l'inverse, c'est que tu penses que j'ai l'expérience ultime en termes de narration, et je dirais que c'est vrai, mais je dirais que toi, tu as l'expérience ultime. Alors, tu n'as pas précisé le truc. Oui. Toi, tu joues en multi avec des gens, plus avec une autre personne et beaucoup en solo. Beaucoup en solo, ouais. Et moi, je joue que avec mes 3 potes de jeux de rôle. C'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que. Après, on pourra s'arrêter là-dessus, hein, si tu le souhaites. Ce qui se passe, c'est que moi, je me rends compte que je suis très complet. J'essaie beaucoup de compléter le jeu, donc du coup, il y a beaucoup de choses que je vais faire, beaucoup de choses que je vais pas passer, beaucoup de dialogues que je refuserais peut-être de rater. Ça va m'arriver parce qu'il y a certains dialogues où vraiment ça me fait chier de le rater. Ouais. Mais ça arrive, ça, dans une histoire. Il y a des choses qui te font chier, tout ne peut pas être bon. Et tu dois faire avec. Donc du coup, c'est cool. Je connais les bonnes choses, je connais plein de choses, etc. Ce qui fait que dans mes dialogues, je t'apprends des trucs, de trucs que tu avais fait, mais tu n'avais pas fait de cette manière-là. Ouais. À la différence que toi, en fait, l'une des forces que tu auras plus que par rapport à moi, c'est que moi, ok, je me serais imprégné de la narration gérée par le jeu, et je l'aurais maîtrisé dans le sens où je l'aurais forcé à certains moments à narrer ce que je souhaite qu'elle narre, enfin par rapport à ce qu'elle me propose. Toi, par contre, non. Toi, par contre, si tu surfes avec la seule certitude que tu as et le seul contrôle que tu as, c'est ton personnage, et tu surfes sur ce que te propose la narration, tu vas rater. Et tu vas subir les conséquences, mais tu vas adapter ta narration. Ce qui va faire que je suis sûr, à la fin de ta partie avec multijoueur, ton personnage, ce sera le seul truc qui t'aura le plus marqué. Et tu vas. En fait, ce qui va te rester entre les mains, c'est pas. Ok, c'est pas les histoires des autres PNJ et un peu l'histoire de mon personnage, comme je l'ai voulu. Non, c'est l'histoire de mon personnage. C'est ça qui va me rester. Et je pense que c'est ça qui va faire une grosse différence entre nos deux expériences. Et c'est ce qui rend peut-être même plus difficile pour moi, par exemple, de relancer une partie de Baldur's Gate. C'est que, en fait, si je dois relancer une partie, je pense qu'il faudrait que je me force à subir des conséquences. Et c'est un putain d'exercice. Oui. Ok. Bah écoute, je pense c'était 2 sujets fort sympathiques. Ouais, j'ai beaucoup apprécié, ironiquement beaucoup plus que le précédent. Je pensais que le précédent c'était le plus qu'on ait pu apprécier. J'ai le genre zombie. Le genre zombie. Mais Conan, vraiment pas mal. Conan était magique, très profond comme discussion, j'ai beaucoup aimé. Et JDR avec une histoire sociale, je trouve que c'est pas mal. C'est bon, le titre n'est toujours pas. Ouais, toujours les. Là, je sais même pas comment tu vas nommer l'épisode parce que je vais encore regarder le nom de l'épisode. Je vais faire oh putain, Kevin, qu'est-ce que t'as fait? Mais je pense qu'on ne devrait pas les changer. Je pense qu'en vrai, c'est mieux de les laisser cash en naturel. Ouais, ça c'est trop drôle. Bah écoute, je pense qu'on peut retourner à la cour de la récréation. Ça sonne. On vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Allez, tchuss!